Les entrepreneurs, ce que je leur dis souvent, c'est quand vous allez parler avec un investisseur, mais quand vous parlez avec n'importe qui d'ailleurs en général, le temps d'attention est assez limité. Vous avez 1 minute pour faire une bonne première impression, 5 minutes pour installer votre crédibilité et 15 minutes pour convaincre. Il y a ce fameux speech de Steve Jobs qui parle de connect the dots. C'est exactement ça, ta capacité à connecter les points, de telle manière d'ailleurs à ce que tu es capable de délivrer une histoire qui en quelques minutes est suffisamment intelligible, complète, sensée et tout, quoi. Et alors du coup, c'est quoi les plus gros défauts chez un entrepreneur, ceux qui sont red flag, vraiment? Je me méfie de l'entrepreneur qui me dit moi, work-life balance, c'est important. Mais de quoi tu me parles? Le monde, c'est le chaos. Je pense que d'un point de vue assez cartésien, c'est les 3 éléments du triptyque essentiel. Mais il y en a 3 sur lesquels maintenant je me dirige beaucoup, qui sont, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui malheureusement sont très forts et pas très agréables. Comment tu peux améliorer ta lecture des gens? Donc Jean, pour parler un peu de ce que tu fais, toi tu t'occupes de Kima. Ouais, Tu gères le fonds de Xavier Niel exactement. pour investir dans les startups. Est-ce que tu peux m'en dire plus très, très brièvement? Xavier, il a commencé à investir dans les startups il y a plus de 20 ans. Et en fait, il y a une histoire originelle à ça qu'on aime bien raconter. C'était que Google, en 2000, avait proposé à Xavier des stocks, des shares, des actions dans Google, en échange d'utiliser Google, je pense, chez Free. Et en fait, Free avait choisi plutôt le cash que les actions, quoi. Et a posteriori, peut-être qu'il aurait mieux valu prendre des actions. Mais Xavier a toujours été passionné de ça, il a toujours financé les entrepreneurs. Donc ça, c'était la période 2000-2010. Et puis 2010, ça s'est un petit peu, entre guillemets, accéléré avec l'arrivée de Jérémy Bérébi, qui a lancé Kima avec lui. Et là, ils ont commencé à faire 30, 40, 50 deals par an. Et aujourd'hui, Kima, c'est un portefeuille, c'est un fonds qui a financé plus de 1300 boîtes. Depuis 2018, que des entrepreneurs francophones de la tech, mais partout dans le monde. Avant ça, c'était un peu plus dispersé, parce qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment d'entrepreneurs francophones qui permettaient de faire la performance nécessaire. Donc, il fallait aller aux États-Unis et ailleurs pour aller chercher de la performance. Et c'est une toute petite équipe de 3. Et moi, je suis arrivé en 2015. Donc, Jérémy a fait 2010-2015. Moi, je suis là depuis 2015, notamment avec Alexis, qui m'a rejoint juste après. Et voilà, et on essaye de rencontrer un maximum d'entrepreneurs et de faire toujours ces 100, 110, 120 deals par an sur lesquels on met 100 à 150 000 euros à chaque fois. Ouais. Donc par semaine, ça correspond à 2 à 3 deals. Ouais, énorme. Alors, c'est un rythme qui paraît important et qui souvent, je pense, interroge les gens parce qu'en fait, il paraît tellement massif. On est une équipe tellement petite. Mais en réalité, au quotidien, si les gens se mettaient derrière notre épaule, oui, on est très efficace, oui, on traite énormément d'informations et on voit beaucoup de gens et ça fuse. Et en même temps, ils se rendraient compte qu'on a nos soirées et nos week-ends. Donc, en fait, on n'est pas non plus débordé. On essaie juste d'être bien organisé. Bah écoute, on va pouvoir parler de tous vos process justement. Ouais. Mais le premier point, c'est que là, tu me parles de projet. Mais si j'ai bien fait mon travail, si j'ai bien compris, la chose la plus importante, c'est avant tout d'investir dans des personnes plus que dans des projets. Totalement. Donc c'est vraiment ce point-là que j'aimerais qu'on traite. Déjà, dans un premier temps, combien on va dire sur 100 demandes, combien d'entrepreneurs est-ce que tu reçois chaque semaine? Si tu devais me donner un chiffre. En fait, on va voir passer entre 200 et 300 deals par semaine, Mhm. l'équipe. Ces deals, ils vont arriver de notre réseau. On va les voir à l'extérieur. Ils vont arriver directement par email. Il y a plein de canaux différents. Parmi ces deals, il y a tous ceux qui ne rentrent pas dans le scope. Donc, si tu fais une boîte de biotech, de hardware, si tu n'es pas francophone, il y a plein de critères qui font qu'on va, entre guillemets, éliminer ces candidats, enfin, en tout cas, ces potentiels projets de notre deal flow. Et après, parmi tous les entrepreneurs francophones de la tech qu'on a, on va se faire rapidement une opinion si c'est un sujet qui nous intéresse, potentiellement, ou sur lequel on est curieux. S'il y a des éléments concrets qui attirent notre curiosité, si les entrepreneurs en question s'expriment bien, la manière dont ils nous approchent, tu vois, et nous plaît, s'ils ont été recommandés par plusieurs personnes, etc., etc. Et puis après, si on n'est pas conflicté, parce que parfois on reçoit des dossiers sur des sujets où malheureusement on est déjà investi dans le secteur et dans une boîte tellement proche qu'on ne peut pas se permettre de les rencontrer. Mm. Et donc en fait, on va prendre des shots d'opportunités chaque semaine et on va rencontrer chacun aux alentours d'une dizaine d'entrepreneurs chaque Ok. semaine. Et ces shots d'opportunités, après, on va décider très rapidement, en 15-20 minutes, si on a envie de poursuivre la discussion ou pas. Et en fait, les entrepreneurs, ce que je leur dis souvent, c'est quand vous allez parler avec un investisseur, mais quand vous parlez avec n'importe qui d'ailleurs en général, le temps d'attention est assez limité. Vous avez 1 minute pour faire une bonne première impression,
5 minutes pour installer votre crédibilité et 15 minutes pour convaincre. En fait, la première impression, c'est ce qui me permet, un, de te faire confiance et deux, en fait, d'aller plus loin. Les 5 minutes sur lesquelles tu bâtis ta crédibilité, en fait, c'est ce qui en fait, m'ancre à ton sujet. Et les 10 minutes qui suivent, qui font un total de 15 minutes, c'est là que tu me nourris de suffisamment d'éléments concrets, mais en même temps concis, avec la bonne perspective, pour me convaincre. Et donc, c'est ça, le temps nécessaire, c'est 15 minutes, pas Ok. plus. En tout cas, pour une première interaction, sachant que le but de toute première interaction, avec quiconque, c'est pas entre guillemets, c'est pas de scorer, c'est pas de réussir. C'est de donner envie à la personne d'avoir une deuxième interaction. Ok, génial. Toutes tes rencontres, tu les fais en bah non, du coup, si tu m'as dit que tu habitais à Aix-en-Provence, tu dois en faire en visio, Alors, j'imagine. on fait beaucoup de visio pour deux raisons. La première, parce que les entrepreneurs sont pas tous basés à Paris. En fait, tu en as beaucoup à Paris, mais tu en as beaucoup ailleurs, beaucoup aux États-Unis d'ailleurs. Et nous, on fait beaucoup d'entrepreneurs francophones basés aux US. Mm, Première chose. Et deuxième chose, tu fais pas déplacer un entrepreneur pour 20 minutes, en fait. mm. Ça marche pas. Lui, s'il te dit je me déplace pour 20 minutes, probablement qu'il n'emploie pas très bien son temps. Et toi, si tu le fais déplacer pour 20 minutes, probablement que tu n'emploies pas très bien son temps, quoi. Ouais. Donc, 20 minutes sur un Zoom, c'est parfait. Et quand on en a l'habitude, en fait, enfin, ça passe très bien. On arrive à faire ce travail je pense, de connexion via Zoom assez facilement, en fait. Tu arrives à connecter aussi bien en visio qu'en physique avec la personne? Je dirais que tu arrives à connecter suffisamment bien. Ok. Est-ce que tu connectes aussi bien? Tu connecteras toujours mieux en physique. C'est comme ça, c'est factuel. Tu as l'énergie de la pièce, tu as le body language, tu as plein de choses, tu vois. Mais est-ce que tu connectes suffisamment bien en Zoom? Ouais, largement. Ok. Et comment est-ce que tu brises la glace dès les premières secondes? Parce que là, tu me dis 15 minutes, mais vraiment dès les premières secondes, comment est-ce que tu brises la glace avec... L'entrepreneur, il arrive dans une zone qui est une zone d'inconfort parce que c'est une zone dans laquelle il n'a pas l'habitude. Son job, c'est de faire tourner sa boîte, c'est pas de pitcher. Toi, en tant qu'investisseur, tu es dans ta zone de confort puisque tu entends des entrepreneurs toute la journée de pitcher. Donc, ton job d'investisseur, c'est de mettre l'entrepreneur à l'aise. C'est de l'aider à se mettre dans une position où il va faire la meilleure impression. Donc, moi, je dirais mon attitude par défaut, c'est d'être énergisé, optimiste, accueillant et de dire aux gens vas-y, raconte-moi comment tu as commencé ça, comment tu as rencontré tes cofondateurs, pourquoi cette idée. Je ne pose pas des questions pièges en fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de piéger l'entrepreneur. Au démarrage, j'ai envie de le mettre à l'aise. Donc, un entrepreneur ou une entrepreneur, tu les mets à l'aise en leur posant des questions dont tu sais qu'ils ont la réponse. Et pour eux, ça ne va pas être trop compliqué. Et puis, en les déstressant sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de sortir leur deck pour pouvoir te dérouler un truc, etc., que tu as l'habitude, que tu vas leur poser des questions, que ça va bien se passer, que si ça se passe pas bien pour une raison ou une autre, il n'y a pas mort d'homme, quoi, hein, c'est pas Hmm. grave. Et en fait, c'est ça l'objectif, c'est de créer une atmosphère qui soit accueillante. Ok. Et ça se fait vraiment naturellement. T'as pas de... Ouais, bah, en fait, c'est une question d'intention, tu vois. Quand tu as de bonnes intentions vis-à-vis des gens Hmm. et que tu es tolérant face au fait qu'ils sont dans un process de construction. Et toi, en tant qu'investisseur, tu n'es pas dans un process de jugement, tu es dans un process de sélection. Et ce process de sélection, il est lié à tes appétences, à ce que tu aimes bien, à est-ce que c'est le bon stage, est-ce que tu fites avec l'entrepreneur, tout ça. Et il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Et puis, il faut se rappeler que nous, on finance des entrepreneurs dont... Enfin, même ceux qui vont réussir dans une moindre mesure, je veux dire, eux vont tenter quelque chose que nous, on n'a pas tenté par le passé. Ouais. Donc, qui on est pour juger, tu vois. Bien sûr. Ouais. Tu parles d'énergie, tu vois, tu parles également de donner du rythme souvent. Mm. Le rythme, c'est essentiel. Hein. Ouais. Bah, comment tu t'y prends justement pour donner le rythme? Bah déjà, quand tu fixes un zoom de 20 minutes avec un entrepreneur, le rythme, il est là par défaut. Quoi. Ouais. Parce que 20 minutes, moi, je me rappelle, la dernière fois, j'étais en call avec Karen et Marine, deux entrepreneurs qui ont une boîte qui s'appelle Swave. Et Karen, elle embraye le meeting, mais à 200 à l'heure. Elle me dit, oh, on a 20 minutes, c'est court et tout. Je dis, attends. Genre, fais-moi confiance. 20 minutes, c'est très large. Ça va bien se passer. Bon, du coup, elles me font le pitch et tout. Au bout de 13 minutes, je leur dis, bon, juste pour que les choses soient posées, nous, le deal, on va le faire. Ça fait 13 minutes. Il nous reste 7 minutes sur notre meeting. Tu vois, je ne sais même pas ce qu'on va se raconter en 7 minutes. On a pu se dire plein de choses. Mais en fait, la contrainte de temps crée le rythme. Ouais. Et ça, c'est génial. Ensuite,
il y a le fait de ne pas laisser l'entrepreneur seul face à son pitch. Mm. Si je te laisse pitcher, tu vas devenir verbeux. Parce qu'en fait, tu vas chercher tes mots, tu vas vouloir écrire un truc, ça ne va pas aller. Moi, mon job, c'est de poser des questions, c'est de t'interrompre comme il faut, c'est de te reposer la question d'après, c'est de créer ce rythme. Je suis censé être le chef d'orchestre de ce meeting, Mhm. et ton job, c'est de débarquer avec ton instrument. Cet instrument, tu sais jouer avec. Je te demande de jouer quelque chose que tu connais. Et après, à mesure qu'on avance dans le meeting, je vais te poser des questions dont moi, j'ai pas la réponse, dont tu n'as pas la réponse, qui sont évidemment des questions prospectives, mais parce que je veux voir comment tu réfléchis et tout. Et là, bah, tu vas tester avec ton instrument ce que tu arrives à faire, quoi. Mais voilà. Donc, Est-ce que ça. toi, de ton côté, tu as un framework ou une structure à suivre ou pas vraiment? J'imagine que là, avec l'expérience, ça se fait un peu Ah naturellement. non, ça Mais... se fait un peu naturellement, mais le framework, il est à peu près toujours le même. C'est, je te pose des questions évidentes sur la jeunesse de ton projet, sur ce que tu as fait jusqu'à présent et là où tu en es. Moi, ce que je vais essayer de jauger pendant cette discussion et pendant ces premières minutes, c'est est-ce que tu es clairvoyant, tu vois, par rapport à qui tu es, à ce que tu as fait, où tu en es, etc. Tu peux définir clairvoyant? Clairvoyant, c'est la capacité à, à se souvenir ou se projeter de manière claire et honnête, tu vois, dans le passé ou dans le futur, quoi. Donc, je te parle de ton passé, je te demande de me raconter ton histoire. Normalement, une fois que j'ai fini, j'ai compris d'où tu viens. Si j'ai pas compris, bah, c'est emmerdant. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à me passer le message. Bah, est-ce que tu as une bonne clarté de vision, quoi? Parce que tu n'as pas réussi à me le passer. Il y a un loup. Mm. Et tu as des entrepreneurs qui peuvent parler pendant 5 minutes de trucs. Au bout de 5 minutes, tu n'as toujours rien compris. Tu te dis, merde, putain, faut qu'on recommence, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, moi, j'adore leur dire, désolé, j'ai pas compris, on recommence et on reprend des éléments. Et donc, ouais, la clairvoyance, la clarté de vision, c'est un truc essentiel. Donc, de savoir connecter les points, en fait, sur le Exactement. parcours. Ouais, je pense que c'est vraiment la bonne définition. Il y a ce fameux speech de Steve Jobs qui parle de connect the dots. Et c'est exactement ça. Ta capacité à connecter les points, de telle manière d'ailleurs à ce que tu es capable de délivrer une histoire qui, en quelques minutes, est suffisamment intelligible, complète, sensée et tout, quoi. Mm. Et ce qui compte, c'est pas forcément les points en tant que tels, c'est comment tu racontes l'histoire aussi, j'imagine. Oui, et puis c'est savoir aussi corréler les impressions aux faits. Si tu me parles juste de ton histoire d'un point de vue émotionnel, malheureusement, tu ne seras pas suffisamment convaincant parce que j'ai pas les data points, j'ai pas de référentiel. Si tu me parles de ton histoire à la fois de manière émotionnelle, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, tu vois, et c'est un peu viscéral, et en même temps que tu arrives à me mettre des data points qui me permettent moi de me situer et puis de voir ce qui a été important, impactant, et même de voir les choses sur lesquelles tu t'es arrêté, là, ça va avoir de l'impact. Ok. Donc, donc, tu testes la clarté de vision de l'entrepreneur, tu testes ta capacité à apprendre. Et apprendre, c'est à la fois prendre des décisions seul face à des situations sur lesquelles il n'y avait personne pour t'aider, mais aussi savoir aller chercher de l'aide. Et puis aussi, après, la capacité d'exécution. Donc, moi, je cherche des entrepreneurs qui sont véloces et qui, en même temps, font les choses bien. Tu peux pas faire les deux en même temps. Tu courras jamais un marathon à vitesse d'un sprint. Et si tu fais un sprint à la vitesse d'un marathon, tu vas perdre la course. Donc, il y a toujours, c'est toujours une balance entre excellence et vélocité, mais il faut composer avec. Mais je dis souvent que les entrepreneurs, et avant, moi, j'avais beaucoup ce framework de clarté de vision, capacité d'apprentissage, exécution. Je pense que d'un point de vue assez cartésien, c'est les 3 éléments du triptyque essentiel. Mais il y en a 3 sur lesquels maintenant je me dirige beaucoup, qui sont un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du rythme, de l'adaptabilité et qui sait s'entourer. Le rythme, parce que c'est ce qui te différencie d'un grand groupe, c'est ce qui te différencie d'une grosse organisation. Quand tu es une petite équipe, en fait, tu peux aller vite, donc il faut aller vite. L'adaptabilité, c'est que tu commences sur un point zéro et tu as énormément de choses à découvrir. Et donc, cette capacité d'adaptation, qui est assez proche de celle de clarté de vision, en fait, elle est importante parce que c'est celle qui va te permettre de dessiner le bon chemin. Et l'entourage, parce qu'il y a cet adage qui dit tout seul on va vite, ensemble on va loin. En fait, on s'en fout que tu sois solo founder ou que tu aies 3 cofondateurs. Ce qui est important, c'est que tu saches t'entourer. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui commencent seuls. Je leur dis, mais t'as personne? Non, j'ai pas trouvé. C'est hyper mauvais signe, en fait. Tu devrais avoir trouvé, et pas avoir trouvé d'ailleurs un cofondateur, mais trouver quelqu'un pour t'épauler, quelqu'un pour travailler avec toi, quelqu'un que tu as réussi à convaincre. Il faut savoir s'entourer. Et donc, ces 3 éléments sont critiques. Qu'est-ce qui a fait que tu as rajouté ces 3 éléments à ton framework initial?
J'essaye chaque semaine, donc chaque semaine, maintenant plutôt toutes les 2 semaines, mais régulièrement d'écrire. Cette passe d'écriture, même si parfois elle peut paraître, plus inspirationnelle que concrète, c'est ce qui me permet de reprendre les éléments de la semaine passée ou des 2 semaines passées pour faire cette introspection. Et pendant que je fais cette introspection, généralement, en fait, je me pose sur le papier, je commence à écrire et en fait, tout déroule. Et c'est un peu comme si tu m'avais demandé je sais pas, de sauter enfin, ouais, de sauter pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, tu me mets sur une piste et maintenant il faut que tu sautes, quoi. Bon, bah, c'est un peu la même chose. Tu vois, tu avances dans ta journée, tu avances, tu emmagasines plein d'informations. Ouais. À un moment donné, tu te poses et normalement, ton esprit a cette capacité à délivrer en fait les choses qu'il a emmagasinées, qui t'ont marqué, qui sont importants, qui ont probablement de la valeur, etc. Moi, Mmh. j'aime beaucoup cet exercice-là et c'est d'ailleurs un exercice qui démontre aussi ta capacité à toi être clairvoyant vis-à-vis de ton propre métier, quoi, et Mmh. des gens que tu croises. Tu fais référence à ta newsletter ou à autre chose quand tu dis écrire? Non, C'est la newsletter, c'est bien. Ouais? J'ai essayé aussi des formats short sur Insta que j'ai arrêté et que je vais reprendre. Sur TikTok aussi, j'ai vu. Ouais, en fait, je faisais les deux, mais maintenant, faut que je choisisse un des deux médiums. Tu peux pas faire les deux. Donc, je préfère aller sur Insta pour ça. Ouais. Euh, et j'aime bien cet exercice. C'est un exercice où je me délivre des choses emmagasinées qui ont de l'importance et qui sont condensées quelque part. Et c'est comme quand je fais un podcast. Je ne fais pas un podcast pour partager des choses. Je fais un podcast parce que c'est aussi un exercice pour moi Mmh. de réflexion, quoi. Ouais, hyper intéressant. Donc tu le fais pour toi avant tout, cette création de contenu? Bah, Tu je le fais penses pour pas moi à avant tout. quand tu quand tu Ouais, c'est crées très égoïste, totalement. Ouais, 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 complètement. Enfin, je, tu je penses pense pas que à je suis capable de l'audience, quoi? délivrer un message qui a de la valeur, mais je le fais pas avec cet objectif-là. Ouais. Et d'ailleurs, parfois, je délivre des messages qui n'ont pas de valeur. Mais c'est pas grave, moi, ils m'ont aidé à réfléchir. Et peut-être qu'ils auront de la valeur demain quand je discuterai avec un entrepreneur, tu vois. Mmh. Voilà. Et après, il y a aussi, je pense, une question juste de générosité. Dans la vie, tu ne reçois pas parce que tu demandes, tu reçois parce que tu donnes. Ouais. Et donc, ton fonctionnement par défaut, ça doit être ce fonctionnement-là. Alors parfois, tu vas pas donner ou tu vas aller demander parce que tu as besoin aussi de te recentrer sur toi. Mais 99% des choses que tu fais au quotidien, en fait, c'est du don, c'est pas de la demande, hein. Ouais, je suis d'accord. Donc là, du coup, dans ce que tu me décris, il y a vraiment peu de place pour le projet en tant que tel. Tu t'y intéresses pas tant que ça, en fait, lors de la première rencontre? Non, mais c'est pas que je m'intéresse pas, mais en fait, tu as deux éléments de curiosité, la personne et le projet. Le projet, si tu es curieux tout seul, tu vas peut-être avoir du mal à t'y intéresser. Si tu passes par la personne comme le médium pour en fait comprendre le projet, Mmh. tout d'un coup, ça donne une nouvelle dimension. Donc moi, j'utilise l'entrepreneur comme médium pour me passionner du projet. Là, par exemple, il y a un entrepreneur que j'adore, Henri, qui bosse sur un sujet euh, dont je ne vais pas parler, mais qui est très poussiéreux en France, qui est énorme, qui passionnerait personne. Franchement, je te le dis. Mais lui, quand il m'en parle, en fait, il pourrait m'en parler des heures et des heures et des heures. Je pourrais l'écouter, tu vois. Je m'installe avec un bon café et on en parle, quoi. Mmh. Et ça me fascine. Et il y en a plein des sujets comme ça qui paraissent chiants de prime abord. Et en fait, tu as des entrepreneurs qui te transportent, qui t'emmènent. Donc c'est pour ça que l'entrepreneur, c'est la clé, parce que c'est le médium vers le projet. Ouais. C'est pas l'inverse. Et d'ailleurs, c'est difficile de s'intéresser à un projet et ensuite d'aller chercher un entrepreneur. Tu as du mal à faire cette connexion-là. C'est plutôt dans le sens inverse. Mmh. OK. Il y a quelque chose que tu répètes souvent aussi, c'est de savoir, détecter les signaux faibles. Ah, les signaux faibles, oui. Ouais. Comment tu t'y prends? Les signaux faibles, malheureusement, là, il n'y a pas d'école. C'est ta capacité à ressentir les gens. Et donc, la capacité à ressentir les gens, ça dépend beaucoup aussi des faits marquants de ton enfance et de la manière dont tu as grandi. Moi, j'ai grandi enfin, à l'école, j'étais souvent derrière, souvent dernier ou tout juste dans la moyenne, etc. Et donc, le seul moyen de survivre à cette condition, c'est d'être discret. Donc, quand tu es discret, tu parles pas beaucoup. Quand tu parles pas beaucoup, bah, du T'analyses. coup, quand même, tu écoutes. Quand tu écoutes, tu analyses.
tu as beaucoup de feedback loop, tu as beaucoup de data qui rentre et tout, et donc tu arrives à lire les gens. Donc, tu as cette capacité, tu vois, a priori, qui s'ancre naturellement, de sentir les gens. Et moi, j'ai cette capacité-là qui fonctionne plutôt bien. J'ai un bon radar là-dessus. Et donc, voilà, les signaux faibles, c'est la capacité à lire les gens. Et il y a des gens que j'ai vus en entretien qui veulent devenir investisseurs, Mhm. que j'ai fait tester auprès d'entrepreneurs. Et en fait, malheureusement, leur manque de lecture des gens fait que on aura du mal à bosser ensemble. Mm. Et ça, c'est souvent des profils qui sont un peu trop extravertis et ou autocentrés et ou dans le déni. Tu Ok. vois, donc des gens qui ont été un peu... Moi, par exemple, j'étais souvent en arrière, j'étais souvent derrière, mais j'ai jamais été bully. Oui. Mm. Donc le fait de ne pas avoir été bully, en fait, j'ai pas besoin de me protéger de quoi que ce soit. Mm. J'étais seul, mais je n'étais pas attaqué. Des gens qui, dans le passé, en fait, ont été attaqués ou se sont sentis menacés vont avoir cette tendance à répondre par l'attaque, à être dans le déni, à se protéger. Plus tu te protèges, plus tu es hermétique aux signaux extérieurs. Si tu es hermétique aux signaux extérieurs, évidemment, tu peux pas lire les situations. Ok. Et ces personnes qui sont extraverties, justement, ou que tu décris comme telles, est-ce que tu penses qu'elles ne pourront jamais être investisseurs? Non, je pense que tu peux être extraverti, bon investisseur, Mhm. mais seulement à la condition que, à côté de ton extraversion, tu n'aies pas de trauma ou de trop de perméabilité à ce qui se passe. Donc, tu peux être extraverti dans le sens socialement, Ouais. mais avoir cette lecture des gens, c'est possible. Mais ça ne marche que pour des gens qui ont une certaine confiance en eux et qui se sentent bien dans leur peau, quoi. C'est Mm. important. Comment tu peux améliorer ta lecture des gens? Bah, la première chose, c'est accepter que ta lecture est pas bonne Mm. et donc qu'il y a quelque chose qui foire dans ton filtre. Et ensuite, faire face aux raisons qui font que tu n'arrives pas à lire les gens. Et souvent, les raisons qui font que tu n'arrives pas à lire les gens, c'est ce que je te disais, c'est des traumas passés, c'est des choses Mm. qui t'empêchent en fait, d'avoir ce filtre. En fait, tu deviens perméable. Tu Ouais. deviens imperméable, pardon. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça reste qu'une perception, quoi. Ouais, bah, mais c'est difficile, hein, tu vois. On n'a pas envie de se prendre du feedback dans la gueule, on n'a pas envie de se prendre ses défauts dans la gueule. Ça fait pas plaisir, c'est pas drôle. En plus, c'est aussi ce qui constitue notre unicité, tu vois. On est composé de toutes nos qualités, mais aussi composé de nos défauts. Les uns vont avec les autres et tout. Donc, forcément, quand on commence à attaquer quelque chose chez toi, bah, tu as l'impression qu'on menace ton intégrité en tant qu'identité. Mm. Et quand on dit que tu es génial, bon, bah, c'est sûr que ça flatte au contraire qui tu es, quoi. Mais parfois, il faut quand même accepter. Il faut, de toute manière, quitte à pas changer, savoir là où on a des faiblesses, quoi. Ouais. C'est au moins la base. Mm. Il y a aussi les red flags, tu vois, qu'on peut associer aux signaux faibles. Tout à l'heure, tu disais que tu posais pas de questions pièges, mais est-ce que tu as quand même des questions qui te permettent de détecter des potentiels red flags? Alors moi, quand j'ai demandé à un entrepreneur pourquoi il ou pourquoi elle est seule, sa réponse va en dire très, 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 très long. Ouais. Chez les entrepreneurs qui vont me dire je suis seul parce que j'ai pas trouvé de gens avec qui je voulais profondément m'associer, mais j'ai trouvé des gens super avec qui je voulais travailler. Bonne réponse. Mm. Quelqu'un qui me dit je suis seul parce que j'ai trouvé personne qui voulait travailler parce que c'est dur, parce que ceci, parce que je suis là. Quelqu'un qui cherche une excuse. Si je te dis c'est quoi l'effet marquant du passé et tu me dis j'ai reçu le trophée croissance de la région PACA et je suis passé sur BFM Business il y a 2 semaines, on s'est pas bien compris, tu vois. Mm. Il y a plein, en fait, les red flags, ils apparaissent assez naturellement avec les questions que tu poses, quoi. Mm. Et alors, du coup, c'est quoi les plus gros défauts chez un entrepreneur, ceux qui sont red flags, vraiment? Bah, tiens, c'est marrant parce qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps, mais un bon pitch, Mm. c'est un pitch dans lequel il y a de la précision. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait être précis. C'est important parce que ça détermine sa capacité à être vraiment on the spot sur les bons sujets. Donc ça, on aime bien. Mhm. En plus de la précision, tu veux de l'efficacité, de la concision. Et puis ça joue avec le rythme. C'est-à-dire que si tu es précis, mais que ça dure des heures, en fait, tu es verbeux, quoi. Mais en fait, verbeux, c'est pas bon. Donc, concis, précis, ça, je pense que c'est vraiment 2 éléments importants.
Et d'ailleurs, j'ai oublié ta question initiale. Les Tu m'as emporté sur autre chose là, du coup, j'avais une autre Je suis question en tête. désolé. Non, mais Ouais. t'inquiète, ma question initiale, Parce c'était, qu'on est parti sur les red les red flags. flags sur la personnalité plutôt. Donc là, tu Oui. me dis plutôt les Sur la personnalité, donc l'important de ne pas être verbeux, ouais. d'arriver à être précis. Mmh. Et puis, l'énergie que tu dégages. Tu vois, ton job, c'est d'emmener des gens, quoi. Donc, pour emmener des gens, faut avoir un peu faut pas avoir du charisme nécessairement, mais il faut avoir une certaine énergie. Mmh. Il faut avoir quelque chose. Et donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche ce petit truc qui fait que l'entrepreneur, il nous fait vibrer. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. En ce moment, il y a Qui veut être mon associé qui passe à la télé et Oui. justement, tout le monde peut voir ce que c'est. Enfin, tout le monde peut voir comment les entrepreneurs ou comment beaucoup d'entrepreneurs pitchent leurs projets. Oui. Est-ce que dans la réalité, ça se passe aussi comme ça quand on te pitch de façon aussi structurée, aussi récitée? C'est pas du tout la vraie vie. Ce qui est génial pour qui va être mon associé, c'est que ça démocratise quelque chose qui est formidable pour inspirer les gens et pour leur donner envie d'entreprendre. Après, tu es à la télé, donc ça veut dire qu'il faut que tu apportes du concret. Donc, il y a beaucoup de projets avec des aspects physiques. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas du tout, par exemple, le type de sujet que nous, on finance chez Kima, premièrement. Et deuxièmement, on te demande, tu vois, justement d'apporter des faits, de raconter une histoire, on t'y prépare, etc. Je veux dire, si tu débarques à la télé et que t'emmerdes les gens vont zapper, quoi. Ouais. Le job d'M6, c'est de faire de l'audimat. Hein. C'est pas d'attendre que tu te réveilles pour nous pitcher un truc qui nous passionne. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que la personnalité des investisseurs en face est importante, parce que c'est elle qui donne du relief aussi au truc. Donc, tu as des gens qui disent ah ben moi je préfère Eric ou je préfère Marc ou je préfère Anthony ou je préfère je sais pas qui. En vrai, c'est parce que tu t'identifies à la personne qui à un moment donné, quand son personnage va s'exprimer, c'est la personne qui t'inspire le plus, quoi. Mm. Et il y a tout un tas de défauts, tout un tas de qualités à la manière dont ils le font. Ce qui est sûr, c'est qu'ils le font avec panache. Et c'est ce qu'on leur demande. On leur demande de le faire avec panache, quoi. Donc voilà, après, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. En fait, un entrepreneur, il débarque pas, t'es pas installé et tu lui dis vas-y, donne-moi le meilleur de toi-même, je t'écoute. Non, pas du tout. Mm. Ton job, c'est de créer une discussion, c'est d'échanger, c'est de connecter. C'est comme si tu venais dans un bar, que tu allais draguer une nana ou un mec, et tu débarques et tu dis ah, vraiment, je suis très attiré par toi. Et la personne te dit ok, je te donne 2 minutes pour me pitcher, quoi. Tu vois, là. Mm. No fucking way, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc ton pitch, en vrai, c'est pas, ça tient en une phrase, quoi, à la limite. Oui, C'est tu très cherches- rapide. et d'ailleurs, tu cherches pas à avoir un pitch, tu cherches à avoir un icebreaker. Ouais. Toujours, tout le monde parle de l'elevator pitch, tu vois. Qu'est-ce que tu pitches en 1 minute aux gens? Non, c'est comment est-ce que tu suscites l'intérêt en 1 minute chez les gens. On te demande pas de raconter ta vie, on te demande pas de convaincre, on te demande pas de tout dire, on te demande de susciter de l'intérêt. Parce que c'est encore toujours la même chose, cette première impression, l'intérêt que tu suscites pendant les premières minutes, c'est celle qui te donne les 4 minutes supplémentaires pour être crédible, qui te donne les 10 minutes supplémentaires pour convaincre. C'est vraiment ce framework, quoi, qu'il faut garder en tête. 1, 4, 10, tu vois. Et au total, tu as ces 15 minutes et c'est là que tu strikes. Ok. Bah, tu vois, là, du coup, on fait une vidéo YouTube. En vrai, un pitch, c'est un titre de vidéo YouTube, quoi. Un faut titre trouver le vidéo paradoxe. YouTube, c'est effectivement l'accroche qui va te donner envie de regarder. Ouais. Et la première minute va généralement déterminer si tu as envie de continuer la vidéo ou pas. Mm. J'espère qu'on n'a pas dit de conneries la première minute. Mais bon, tu sauras nous utiliser tout ça correctement. Ouais, t'inquiète. Ok, trop cool. Et sur un tout autre sujet, Ouais. je sais que tu fais pas mal de sport. Ouais. C'est quoi la place du rythme de vie de l'entrepreneur dans tes décisions? Est-ce que tu fais attention au sport? Est-ce que tu fais attention à l'alimentation? Je fais attention à rien parce que je pense qu'il y a énormément de profils différents d'entrepreneurs.
et je veux pas les juger sur la manière dont ils ont choisi de vivre leur vie. Ok. Tu as des célibataires, tu as des pères et mères de famille, tu as, des gens qui ont 20 ans, d'autres qui en ont 35, d'autres 45. Donc, tu as vraiment tout ce qui se fait, tu vois. Tu as des maigres, des gros, des gens qui font attention, des gens qui font pas attention. Et c'est pas ça qui va déterminer leur succès, honnêtement, hein. Bien sûr, c'est des facteurs déterminants et peut-être que ce serait mieux si les gens prenaient soin d'eux et tout, mais ce que je déteste, au contraire, je pense que je me méfie de l'entrepreneur qui me dit moi, work-life balance, Ouais. c'est important. Mm. Mais de quoi tu me parles? Bah, tu vois, je pense que ça peut être un red flag, Un justement. putain de red flag. Le monde, c'est le chaos. Mm. Et ta vie, même moi qui suis plutôt organisé, bah, y a plein de choses chaotiques tous les jours, tout le temps, tu vois, dans mon taf, dans ma famille, dans mes relations professionnelles, même quand je fais mon sport, en fait, tout se passe pas comme prévu, quoi. Et donc, tu dois jongler. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a la work-life balance, c'est quelqu'un qui jongle et qui jongle dans les excès un peu. Mm. Ah, ok. J'aurais cru l'inverse, tu vois. Parce que t'investis quand même dans quelqu'un à long terme. Et quelqu'un qui Oui. prend pas soin de sa santé, c'est des choses factuelles également, ça peut faire peur, j'imagine. Oui, mais j'investis dans des gens intenses. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont mis de l'intensité dans ce qu'ils faisaient. Mm. Moi, je mets de l'intensité dans mon travail, je mets de l'intensité dans mon sport, je mets de l'intensité Ouais. dans ma famille, je mets de l'intensité dans ce que je fais. Alors, les gens vont me dire, quand tu bosses, enfin, tu vois, quelle place ça donne au reste, et quand tu fais le reste, quelle place ça donne au boulot, quoi. Moi, il n'y a pas d'histoire de balance entre les deux. Quand je fais les choses, je les fais intensément et je cherche des entrepreneurs qui mettent de l'intensité. Ah, c'est ça qui me fait vibrer. L'entrepreneur qui n'a pas d'intensité, c'est qu'il ne travaille pas assez dur et c'est qu'il ne travaille pas assez efficacement. Et travailler dur, ça ne veut pas se buter. Ça veut dire que 24 heures dans une journée, en fait, il y a 1000 trucs à faire. Mm. Et si dans les 24 heures de ta journée et ta semaine, tu as décidé de sortir 4 fois dans la semaine, t'es con. Parce que 4 fois, en fait, c'est beaucoup. Ça va te crever. Et oui, c'est vrai, tu aurais plutôt pu faire du sport et ou bosser et ou passer du temps en famille ou je sais pas quoi, tu vois. Mm. Moi, on en revient à cette question de rythme, en fait. C'est une question de rythme, tout à fait, ouais. Mm. Est-ce que ça t'est déjà, sans forcément donner de nom, bien sûr, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'investir dans une personne avec qui tu fitais pas forcément, avec qui il y avait pas forcément de match, mais que tu trouvais juste ultra doué, tu vois? Oui, et je donnerai pas de nom, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui malheureusement sont très forts et pas très agréables. Ok. Et j'en ai vu, pas beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns. Et malheureusement, il y en a dans lesquels j'ai pas investi. Et je regrette parce qu'en fait, la performance qu'on aurait générée avec leur boîte nous aurait permis d'investir dans d'autres entrepreneurs. Donc c'est con, hein, mais tu veux un peu faire tourner le. Mm. Puis si c'est pas mon chèque qui est dans sa boîte, c'est un autre chèque. Donc en fait, j'aurais dû y aller. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'y suis pas allé à cause de ça. Et c'est parce que je suis quelqu'un d'assez entier. Donc ça me fait chier, tu vois, de me dire je vais m'associer à des gens avec qui j'ai pas d'affinité et qui, je pense, globalement, doivent pas apporter beaucoup de bonheur à leurs employés, quoi. Mais en même temps, ouais, c'est des machines. Ça doit pas être simple dans les deux cas, tu vois, d'accepter d'avancer avec cette personne-là et de l'autre côté de te dire bon, j'y vais pas parce que voilà, il est comme ça, mais d'un côté, bon, Mais de la même manière, je vais de temps en temps investir dans des gens que je trouve humainement incroyables et ouais. qui vont se révéler être assez mauvais en tant qu'entrepreneur, tu vois. Mm. Et assez mauvais en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que ton impact, quand même, est assez faible. Donc, c'est difficile, je sais pas. Mais il y a des limites morales à pas dépasser, quoi. Ça, c'est Mm. certain. Comment est-ce que tu dis non quand tu as reçu un entrepreneur et que tu veux pas avancer avec lui plus loin? Je dis non. Je dis que ce sera pas pour nous. Ok. Et je m'arrête là. Il y a pas une Et bonne façon de dire non? la bonne façon de dire non, c'est de le dire vite. C'est comme quand tu te sépares de quelqu'un. La première phrase d'un entretien de départ, c'est terminé. C'est pas comment ça va, ton job, machin et tout. Pendant 5 minutes, je te brosse le poil et toi, tu es en train de te dire mais putain, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Non. La première phrase, c'est terminé. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et pour un entrepreneur, c'est pareil. C'est désolé, ce ne sera pas un sujet pour nous. Et, et après, les gens veulent souvent des raisons. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bonnes raisons souvent. Parce que les raisons pour lesquelles je vais passer sur ton sujet ne sont pas les raisons pour lesquelles tu vas échouer. Tu personnalises jamais du coup quand tu dis non. Ça dépend. Si on a eu plusieurs échanges
et que j'ai un avis ou un feedback qui, je pense, peut être utile pour l'entrepreneur, je suis ravi de le faire. Mm. Mais dans les 3/4 des cas, ce n'est pas le cas. Et ma capacité à dire non vite, c'est ma capacité à traiter un maximum de demandes. Ouais. Tu parles de plusieurs échanges, ça veut dire que des fois, tu n'es pas sûr de J'ai des ton avis. entrepreneurs que je vais renvoyer à l'équipe et j'ai des entrepreneurs que j'ai vus 6 fois avant de les financer. Mm. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que des fois, vous passez... bon, Plus de temps. C'est vulgairement dit, mais vous passez les dossiers entre... Ouais. Ok. Pour avoir chacun un avis à mettre en commun? Deuxième avis sur la personne, sur l'individu, sur le sujet. On essaie de croiser un peu les avis. Le but, c'est pas de se challenger, c'est plus tu prends, au lieu d'avoir un dataset qui est le tien, tu prends 3 datasets, tu regardes la synthèse à la fin et tu dis ok, genre j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Mm. Bah écoute, ça me fait une transition parfaite parce qu'il y a une question que je voulais te poser, c'est par rapport à tout le travail que tu fais. Oui. Comment est-ce que tu communiques avec Xavier de l'avancée des choses? Est-ce que c'est en asynchrone via quelque chose? Est-ce que Avec Xavier, on ne fonctionne qu'en asynchrone. Ça, Ok. déjà, c'est la base, sauf urgence. S'il y a Mhm. urgence, Xavier me fait un texto. S'il n'y a pas d'urgence, c'est par email. Mhm. Enfin, pas d'urgence, c'est par email. Quand je reçois un mail de Xavier, j'essaie de répondre dans les 5 minutes quand même, mais c'est tout en asynchrone par email. Il reçoit 100% des deals qu'on fait via une petite note d'investissement qui lui permet d'avoir, lui, ses archives en interne et de voir ce qui passe. Parce que c'est très sympa hein, de vouloir financer les entrepreneurs francophones de la tech. Mais si ça t'apporte pas un peu de curiosité intellectuelle, pourquoi Ouais. tu le fais, tu vois? Et en fait, c'est pour ça qu'il le fait. Il le fait parce que ça le fait kiffer et il le fait parce qu'en fait, c'est une machine contre l'obsolescence, tu vois, de voir toutes ces boîtes tout le temps. C'est ça qui fait aussi qu'il est aussi actif et qu'il répond à tout le monde et que son inbox est ouverte. C'est parce qu'il veut pas s'isoler du monde. Au contraire, il veut toujours être un super acteur. Donc, il reçoit tous les deals et tous les trimestres, il reçoit un petit report simple sur quels sont les événements marquants du trimestre et la performance des fonds. Ok. Et vous stockez tous ces documents, je sais pas, dans un Notion ou quelque chose comme Email. ça ou... Ok. Email. Il y a pas de les seuls systèmes of record de Kima sont les emails et le calendrier. Et ensuite, on leverage ces datas-là dans des outils internes qui nous permettent d'avoir un CRM automatique en fonction de notre agenda, sur lequel les rendez-vous qu'on a sont automatiquement rentrés, ce qui fait rentrer automatiquement les boîtes, ce qui fait qu'on a très peu d'informations à rentrer manuellement, contrairement à un sales qui, dans un CRM à la Salesforce, va devoir passer du temps à faire beaucoup de data entry. On veut éviter ça. En fait, chez Kima, on a tout fait pour éviter ce qui n'apporte que très peu de valeur au fond. Qu'est-ce qui apporte peu de valeur au fond? C'est en fait toute la partie company building, qui n'est pas inutile, mais qu'il faut absolument optimiser pour qu'elle prenne le moins de temps possible, quoi. Ok. Et alors, je sais pas si ça t'arrive de parler de sujets un peu plus perso avec lui, mais si c'est le cas, est-ce que ça se fait par email ou alors est-ce que vous utilisez un autre canal? Est-ce qu'il y a une différenciation entre les canaux? On parle pas de sujet perso avec Xavier, c'est pas notre. Enfin, ça n'a pas commencé comme ça. Mm. Et il n'y a pas de raison que ça évolue comme ça. Ok. Il y a plein de raisons. La première, c'est que on n'est pas de la même génération. On n'a pas un cercle d'amis proches croisés. On vit pas les mêmes vies. Voilà. Moi, en fait, je bosse avec lui et pour lui. Je pense qu'on adore bosser ensemble et qu'on se comprend très bien. Mais moi, je suis une goutte d'eau dans l'univers de Xavier, tu vois. J'investis un peu d'argent chaque année pour lui, et lui, il rachète une e-bike d'un côté, un opérateur en Amérique du Sud, un autre en Pologne, un autre, je sais pas où. Genre, sa sphère est à des années-lumière de la mienne. Donc, j'adore passer du temps avec lui. Quand on va aux US et qu'on part ensemble en avion, bah, c'est hyper sympa parce que du coup, on a un peu plus de temps et on peut parler des sujets. Mais je n'ai rien à... Enfin, c'est pas mon rôle de savoir comment vont tes enfants et tout. La raison pour laquelle j'échange avec certains de tes enfants, c'est parce que maintenant, ils sont à un âge où ils sont dans le business, quoi. Et donc, du coup, en fait, on partage ce truc au quotidien. Mais eux-mêmes ne sont pas de ma génération et ont leurs amis, tu vois. Et autant, j'adore passer du temps avec eux et j'espère qu'on va faire beaucoup de trucs ensemble professionnellement. Mais faut pas que je me trompe de rôle, tu vois. Et c'est important de ne pas se tromper de rôle professionnellement, qui tu es par rapport aux uns ou aux autres, quelle que soit l'affection que tu as. Parce que moi, du coup, bah, forcément, tu vois, j'ai gagné, enfin, j'ai de l'affection pour Xavier parce que c'est quelqu'un qui est très approchable et qui est touchant dans sa manière d'être, tu vois.
mais ça n'a rien à voir avec l'amitié, quoi. C'est pas pareil. Ok. Il n'a pas besoin d'amis, d'autres amis, Xavier. Il a ses amis, tu vois. Ok, je comprends. C'est quoi les erreurs que tu... Là, ça fait du coup plus de 8 ans que tu as commencé ça. Ouais, C'est quoi les erreurs que tu faisais au début et que tu ne fais plus maintenant? je fais les mêmes. Il n'y a pas d'erreur que je fais plus. Il y a des investissements qu'on fait trop vite. Ok. Certains qui, du coup, vont réussir, d'autres pas. Moi, je suis un garçon qui fonctionne à l'instinct. Euh, J'aime cet instinct, en fait. J'ai pas envie de m'en détacher. Ça va me faire faire des bêtises, ça va me faire faire des trucs formidables, quoi. Et après, si, je suis devenu plus diligent, je suis devenu plus carré, je fais plus attention, je regarde plus des choses en détail, je suis moins en surface. Organisé, tu veux dire? Non, pointilleux. Pointilleux, ok. Ouais. Je fais plus gaffe. Je vais plus en profondeur sur certains sujets. Je prends des décisions de manière moins erratique, moins rapide. Je vais envoyer beaucoup plus de dossiers à Alexis pour faire un deuxième call ou revoir des boîtes et tout. Plus collaboratif dans ce sens-là. Ok. Génial. Bah, merci beaucoup, Jean. Avec plaisir.